Bien ravitaillé en eau et en vivres, le convoi reprit sa marche à l'aube, laissant derrière lui un chaga délirant dans sa volupté, pour aller à Oum el-Assal. Il y arriva sans encombre au milieu d'une journée infernale. Campant très à l'écart, les convoyeurs débarrassèrent les dromadaires de leurs bardas pour aller les rendre au père Cristiano et récupérer chevaux et mules. « Me voilà, cher ami !» chuchota Dweeb dans l'oreille de son étalon. « Je présume que je t'ai manqué. Allons, calme-toi. Je suis là. Rien ne nous séparera plus. » Hamza n'oublia pas le médaillon de Mansour. Au milieu de la nuit qui suivit, rassasiés et repus, nos amis se firent fort d'attaquer le Tindouf ralliant Mamid el-Gislan à Tamagrou. Le plus dangereux trajet de leur longue et harassante chevauchée, mais en empruntant d'autres chemins. Ils étaient sûrs maintenant que toutes les bandes savaient qu'ils transportaient de l'or. Le dernier conseil du cheikh Mohamed à Taoudini résonnait encore à leurs oreilles et ils n'étaient pas des types à l'oublier. Arrivés dans les reliefs accidentés et sillonnés de défilés, col ou ravin dans l'ouest de Mamid el-Gislan, El-Walid partit en avant pour ouvrir la route. Pour les avertir en cas de danger, il devait leur laisser, comme signal d'alerte, des restes de cartouches de dynamite, défaites, au centre d'un petit cercle de pierres et de cendres ayant l'air d'un canoun. S'aventurant derrière lui dans ces plateaux d'une sauvagerie démoniaque, de temps en temps séparés par quelques clairières au sol sablonneux, ils ne tardèrent pas à découvrir dans l'espace où ils se trouvaient, ce que leur ami leur avait laissé comme résidu d'un bâton explosif. Là-bas au loin, s'ouvraient, dans le massif rocheux, les bouches de 2 défilés. Certains clans les surnommaient Ouyoum Gizlan, ce qui veut dire les yeux de l'antilope. Elles semblaient proches l'une de l'autre à l'œil nu, mais avec des jumelles elles paraissaient assez éloignées. S'approchant de celle de droite, ils arrivèrent aux abords d'un vallon mamelonné et broussailleux. Un cri les apostropha. Des tentes y étaient dressées et des chevaux retenus dans un carré de corde en guise d'enclos. « Nous tenons votre ami. Si vous vous montrez coopérant, nous vous le rendrons sain et sauf avec 4 chevaux pour vous rendre à Tamagrou. Que attendez-vous de nous? Et qui êtes-vous? Demanda l'amputé. Ah! C'est toi, Dweeb? Ravi, mon ami. Ça fait des lustres. J'aurais aimé que tu sois l'un d'entre nous, mais que veux-tu? La vie nous a mis de part et d'autre de la barrière. C'est le Condor du Sahara et son clan. Un cocktail d'Aïtata réfractaire, de Zenaga et Tekna. Reconnut l'amputé s'adressant à ses hommes. Que veux-tu de nous, Condor? Non, pas vous, Dweeb. Je veux seulement l'or et les mules, répondit le Condor. Je t'avertis que les 2 défilés sont dynamités. 2 hommes en contrôlent les cimes. Ils n'attendent qu'un coup de fusil comme signal pour les faire tomber sur vos têtes si tu refuses mon offre. Dans le cas où une belligérance éclate entre nous, avec nos fusils dernier modèle et notre nombre nous viendrions bien à bout de ta caravane. Il y aurait bien sûr quelques morts parmi nous, mais comme je tiens à la vie, j'aimerais que la transaction se fasse amicalement. Tu auras jusqu'à demain à l'aube pour me rendre réponse, champion. C'est un coup des Français. Ce sont eux qui les ont armés. Constata Dweeb. Qu'est-ce qu'on fait, boss? Demanda Hamza. Rien pour le moment. Le Condor ne nous laisse aucun choix. Il a verrouillé le massif, il tient El-Walid en otage et nous menace de son artillerie. Il n'attendra pas demain, mais il fondra sur nous la nuit venue pour éviter la mort à certains de ses hommes. Nous n'aurions plus à ce moment qu'à vendre chèrement notre peau. Conclut l'amputé. Si ce que tu dis est vrai, ce piège pourrait s'apparenter à l'embargo que les Européens braquent sur le pays. Osa dire Hamza. Tu veux dire que Mansour n'agit pas pour le compte de son ethnie comme il le prétend, mais pour le Maroc lui-même? Ça saute aux yeux, non? Réfractaires que nous sommes, pourquoi nous impliquer et risquer notre vie? Répliqua Hamza. Tu veux abandonner la cargaison aux brigands? Rétorqua Dweeb. Tu sais bien que non, chef. Je reste ton disciple contre vent et marée. Mais pourquoi n'agirions-nous pas pour notre compte à nous? Demanda Hamza. Nous avons donné notre parole. Corrigea Dweeb. À Mansour? Une parole donnée à Mansour ne vaut pas un radis. Osa Hamza. C'est à moi que tu l'as donnée. Trancha Dweeb. Ça va, champion. Ne t'emballe pas, ce n'était qu'une suggestion. S'excusa Hamza. Garde-la pour toi. Conclut Dweeb. Établissez un camp. Ne décellez ni chevaux, ni mules et tenez vos armes prêtes.
Leur situation si délicate ne coupa cependant guère leur appétit. Après un thé ils attendirent le crépuscule. Douib réunit son commando. Hamza. Combien de temps vous faudrait-il à toi et à Omar pour parvenir au défilé gauche? Une demi-heure de course, chef, répondit Hamza. Alors coulez-vous tout de suite au panorama et allez nous ouvrir une sortie. Nous vous rattraperons d'ici une heure quand l'obscurité commencera à envahir le secteur. Saad. Tu t'occupes de faire fuir leurs chevaux et avant de gîter quelque part, tu provoques un raffut susceptible de les avertir de notre fuite lorsque nous nous serions assez éloignés. Quand ils récupéreront leur monture pour nous poursuivre, tu libères ton copain, s'il dédaigne de le tuer, furtif et ébranlé comme il serait. Tu passeras ensuite de l'autre côté du défilé avec ou sans El Walid pour en dynamiter la sortie avec un dispositif prêt à sauter. Omar va te montrer comment faire. Si notre opération réussit, nous nous rejoindrons pour l'obstruer, si elle cloche, eh bien condamnez le passage et sauvez-vous. Et s'il tue notre ami avant de cavaler derrière nous? S'inquiéta Hamza. Je serai le plus triste d'entre vous. Mais notre situation ne nous donne aucune autre alternative. Il vaudrait mieux risquer la vie d'un gars que d'y passer tous. Si vous voyez un autre moyen de nous en sortir, et bien parler, je vous écoute. Un bref moment de silence solennel leur fut indispensable pour se persuader que leur chef avait raison. Bon. Alors au travail. Ordonna l'amputé. Hamza et Omar armés, munis d'une corde à grappin, de dynamite, pelle et pioche, tirèrent derrière eux leurs étalons, s'esquivèrent doucement en se dissimulant entre les accidents de terrain, pour se sauver vers le défilé. Avec l'avènement de l'obscurité, Saad parvint aux chevaux de l'adversaire pour les libérer. Le reste des compagnons partit à son tour avec la caravane. Saad leur laissa un peu de temps avant de ramper vers les cordes pour les couper et allumer un feu. Les bêtes affolées se lancèrent au galop et un coup de fusil salua leur fuite. Cela alerta la bande du Condor qui courut après elle pour les rattraper. Saad se tapit dans l'une des anfractuosités qu'il trouva devant lui. Comme l'avait espéré Douib, le Condor et ses hommes, une fois leur monture récupérée, entamèrent une chevauchée furieuse à la suite des fuyards sans plus penser à El Walid, enterré jusqu'au cou dans le sable. Saad en profita pour le libérer et se mettre en embuscade. Les deux sentinelles des cimes de l'ouverture en descendirent. Ils furent cueillis intempestivement et mis hors de combat à coups de crosse par El Walid et son compère. Ensuite ils traversèrent le canyon pour sortir de l'autre côté, préparèrent leur explosion comme Omar l'avait montré à Saad et attendirent. Le défilé gauche, beaucoup plus long que celui de droite, taillé dans le massif par l'érosion, offrait une entrée déchirée dans la falaise qui semblait être une porte creusée dans le mur de Chine. Un coude le tordait en son milieu et il était beaucoup plus accidenté que son jumeau de droite. Arrivé sur les lieux, Hamza envoya sa corde en l'air plusieurs fois avant que son grappin n'accrochât le haut de la paroi accidentée. En un laps de temps, lui et Omar se trouvèrent confondus, comme des serpents, aux rochers acérés qui fusionnaient avec la cime. Puis ils surprirent les deux sentinelles en train de fumer du tabac, le premier par un coup de crosse, de la part d'Omar, le deuxième avec la machette de Hamza appuyée sur sa gorge. Main derrière le dos, brigand. Jeta Hamza. Le type s'exécuta et Hamza le ligota en un tour de main. Le dispositif détonateur? À la sortie du défilé, répondit le prisonnier. Alors debout et viens nous le montrer. Ordonna Hamza. Ça va, dit l'homme en s'exécutant. Au dispositif déjà mis en place, Omar ajouta quelques accommodements, puis, en compagnie de Hamza et leurs prisonniers ligotés, ils descendirent le versant opposé, moins abrupt que celui de l'entrée, pour attendre leurs compagnons. Un moment plus tard ils entendirent les échos du bruit des sabots résonner dans le défilé. Ils s'emparèrent tout de même de leurs armes et de quelques bâtons de dynamite, prêts à toute éventualité. Quelques minutes encore et l'amputé et ses hommes sortirent en trompe du canyon. L'avant-garde ennemie est déjà dans le trou. À vous de jouer les enfants, cria Douib à Hamza et Omar. Ces derniers allumèrent leurs mèches et sautèrent à cheval, cavalant derrière leurs amis, laissant leurs prisonniers impuissants. Une formidable série d'explosions arracha un nombre considérable de rochers. Et, du défilé, il ne sortit que quelques rescapés, blessés, hagards, se demandant ce qu'il leur arrivait et se sentant perdus et sans secours. Douib et ses camarades retrouvèrent Saad et El Walid à la sortie du premier canyon. Ils le firent sauter pour mettre entre eux et tout danger possible, une chaîne de massifs qu'ils avaient si bien mise à leur profit.
Tamgrou les attendait elle aussi dans les hamadas du Dera avec ses embûches et peut-être une revanche certaine des Aragans. Terminant sa nuit par une marche forcée, la caravane parcourut une distance assez lointaine du lieu de son accrochage avec les Enaga et Tekna pour atteindre au petit matin un puits avec quelques chaumières disséminées tout autour. Leurs locataires accueillirent nos héros avec amabilité et gentillesse, leur apportèrent du lait de chèvre, du miel et bien sûr du pain chaud, cuit dans leur four en dôme de boue. Repus et reposés, ils tuèrent leur journée dans de bons moments en leur compagnie et celle de leurs enfants émerveillés par leur monture, leur barda, leur armement et surtout leur prouesse au tir au fusil et à l'arc, délectant ainsi leurs hôtes et essayant, par ce concours, de les remercier pour leur chaleureux accueil. Douib de son côté, s'exhiba dans des sauts périlleux pour se mettre à dos de son cheval, lui dicta même des ordres à exécuter comme s'il le faisait avec un humain. Au crépuscule, ils distribuèrent quelques cadeaux aux petits, avant de plier bagages pour attaquer leur dernière étape.